Bienvenue sur ce podcast. Dans un monde où le contact physique est de moins en moins présent, nous allons aborder une approche thérapeutique qui nous propose de nous toucher sur plusieurs pans. L'aptonomie. Pour nous éclairer sur ce domaine, nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Noëlle Maston, qui va nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Marie-Noëlle, avant de te présenter, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce qu'est l'aptonomie ? Alors, déjà, ce mot est un peu lourd. Aptonomie, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, ça vient du grec aptein, qui signifie toucher. Sauf que les Grecs anciens employaient deux verbes pour le mot toucher. Ils avaient un verbe, je ne suis pas helléniste, donc je ne me rappelle pas trop, qui signifiait toucher en faisant quelque chose, en étant pragmatique. Un toucher technique, efficace. D'accord. Et puis aptein. Et là, on n'a pas l'équivalent en français. Ça va de contacter, instaurer une relation, rendre sain, être ensemble, relier. C'est un mot valise parce qu'on a perdu cette notion. Et on va voir qu'effectivement, ça change beaucoup de choses quand on est dans l'aptein ou quand on est dans le faire. Voilà. Et nomos, ce sont les règles qui régissent ce toucher. Le médecin qui a créé l'aptonomie s'appelait Franz Wellmann et il sous-titrait la science de l'affectivité, ce qui est quand même très paradoxal de parler de science et d'affectivité. Et pourtant, les neurosciences nous démontrent bien que dans l'affectivité, il y a des circuits neuronaux, des circuits du cerveau qui sont activés. Donc il s'agit de ça, dans le fond, tout simplement. D'accord. Maintenant qu'on en sait un petit peu plus, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours professionnel et comment tu es arrivée à l'aptonomie finalement ? Oui, bien sûr. Donc je suis psychologue clinicienne. Après, j'ai fait quand même mon DEA avec Didier Anzieux qui a écrit Le Moipeau, c'est un des psychanalystes qui a parlé de toucher. Donc, mais je ne savais pas à l'époque que je ferais de l'aptonomie. Hein. Enfin bon, la vie m'a amené à ça. Et puis j'ai travaillé à la DAS, à l'aide sociale à l'enfance, et je me suis retrouvée avec des enfants en grande souffrance qui se sentaient mais comme des êtres humains. Ils disaient on m'a foutu à la poubelle. Parce que effectivement, c'est un peu vécu comme ça. Hein. T'es de l'ASE, t'es rien quoi. Et tu vas leur expliquer qu'ils sont bien, expliquer que leurs parents sont défaillants. Oui, mais n'empêche qu'ils sont à l'ASE. À l'époque, c'était à DAS. Hein, bon. Et j'ai cherché pendant 2 ans, j'étais sur Paris, quelque chose qui pouvait se rejoindre à l'affectivité, à l'émotion, au corps, enfin qui se sentent. Ils se sentent bien et qu'ils ne sentent pas seulement, qu'on leur explique pas seulement là, mais que ça descende et qu'ils se sentent pleinement vivants et en place. Et au bout de 2 ans, j'ai fini par trouver l'aptonomie. Voilà. D'accord. Et ça, c'était en mai 85, ça commence à faire. Et du coup, tu as une école, c'est ça ? Oui, alors donc l'aptonomie, c'est une passion depuis 85. Depuis 93, je forme en crèche parce qu'on m'a demandé de former en crèche. C'est très étonnant de voir comme ça les étonne d'ailleurs. Et puis en milieu hospitalier, et puis un beau jour, je me suis dit, je vais quand même transmettre ma manière de travailler. Donc l'aptonomie périnatale d'une part, je suis très fidèle à ce que j'ai reçu de Franz Wellmann. Et l'aptopsychothérapie, là, c'est vraiment ma manière de travailler. J'ai été formée chez Franz, mais en 91, j'ai bien évolué depuis. Donc, il y a l'aptopsychothérapie transgénérationnelle. Donc, je travaille aussi sur les mémoires transgénérationnelles. Et ce qui est très intéressant avec l'aptonomie, c'est que ça permet d'évacuer les mémoires dans le ressenti et pas seulement dans la tête. Quelque chose qui lâche dans l'être. Hein. Voilà, donc l'école a 8 ans et donc... je suis très heureuse d'animer cette école et de recevoir des stagiaires de 4 coins de la France, même de l'Europe d'ailleurs. Il y a des gens qui viennent de loin. Génial. Oui, parce que elle est très originale cette école, elle est créative et puis on est très bien. Je veux transmettre. Il y a des gens qui m'appellent, j'écris des bouquins, les gens m'appellent, qui travaillent comme vous. Avant, il n'y avait personne, maintenant j'ai quelques adresses à donner. C'est bien. D'accord. Et tu travailles aussi à l'étranger ? Oui, je travaille au Brésil. Je travaille souvent au Brésil d'ailleurs, voilà. Parce que où tu fais de la transmission aussi d'aptonomie. Oui, parce qu'on a créé. J'ai introduit la psychogénéalogie au Brésil il y a 18 ans. Et du coup, il y a un symposium qui s'est créé, et c'est binational entre la France et le Brésil. Et donc, quand je vais au Brésil, je transmets aussi, bien sûr, l'aptonomie. Ok. C'est un beau parcours. Ton école, elle est où ? Elle est à Villeneuve, c'est ça ? À Villeneuve-Loubet, oui. À Villeneuve-Loubet, c'est près de Nice, pour ceux qui ne connaissent pas. Mhm. Je mets tous les liens en description pour les livres, pour l'école, tout ça. Comme ça, si quelqu'un s'intéresse à ça, on pourra y accéder. Oui, tout à fait. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'historique de l'aptonomie, en fait ? Alors, c'est une histoire, si on remonte. Donc, Franz Wellmann, médecin hollandais, à l'époque, il n'était pas médecin, il était étudiant en médecine, s'est retrouvé déporté dans les wagons plombés. Résistant. Il était résistant, 21 ans.
retrouve dans un wagon plombé. Et il se retrouve à accompagner quelqu'un qui va lui mourir dans les bras, finalement. Et il se réalise qu'il se passe quelque chose, là. Il y a quelque chose d'humain, il y a quelque chose de vivant qui s'anime à ce moment-là. Il se dit, j'ai découvert un truc. Si j'en sors, j'y consacre ma vie. Fulgurance, hein. Il en sort, effectivement, je pense qu'il a réussi à s'en sortir. Bon. Et il n'a même pas le temps de faire médecine, parce que du coup, il sort des camps, machin. Bon, il fait kiné, d'abord. En tant que kiné, il s'installe à l'hôpital, il fait plein d'expériences. Et puis, il sera médecin en 56 seulement plus tard, parce que, voilà, il fallait vivre. Mais du coup, il a vraiment développé l'aptonomie en milieu hospitalier, en périnatalité, dans les réa. Enfin, il a vraiment fait beaucoup de recherches. Et il a créé l'aptonomie, donc, aux Pays-Bas. D'ailleurs, aux Pays-Bas, quand vous parlez d'aptonomie, les gens savent. C'est comme si on parlait de sophrologie ici. Les gens connaissent. Voilà. Et il nous est arrivé en 80 en France, parce qu'il a été invité à un colloque, et puis les gens n'ont pas lâché. Et puis, il a créé son école en France, et j'ai eu la chance d'être formée par lui, donc en 85. Voilà. Et donc, il y a différentes sphères de l'aptonomie, différentes applications, on va les décrire brièvement. Parce que dans le grand public, si vous prononcez ce mot, on vous répond de grossesse. C'est vraiment connu, moi, je connais, très médiatisé ça, autour de la grossesse, et c'est magnifique. Hein. C'est vraiment très très chouette. Mais il y a aussi tout ce qui est aptocinésie, c'est-à-dire la mobilisation des patients en mobilité réduite, hein, pour les kinés, pour les ostéos, c'est très intéressant. Nous intervenons en EHPAD d'ailleurs avec l'école, hein, il y a vraiment des résultats intéressants. Nous formons également à l'IFSI, à l'école d'infirmières, c'est très intéressant. Donc voilà, parce que mon but c'est de transmettre. Hein. Et l'aptopsychothérapie, qui est moins connue, et pourtant c'est un domaine qui a été beaucoup plus approfondi par Franz Wellman, hein, c'était beaucoup plus long, et lui a fait toute sa vie à chercher. Voilà, donc, et pour ma part, c'est l'aptopsychothérapie transgénérationnelle depuis maintenant 22, 23 ans, et tout mon travail est basé sur le transgénérationnel également. Puisque depuis l'épigénétique, on voit bien qu'il y a aussi des mémoires. Alors, concrètement, c'est quoi en fait? Parce que là, c'est vrai qu'on a posé des mots, et alors ça a l'air super intéressant. Ah, c'est passionnant. Mais en fait... on se met en lien avec la personne, il se passe quelque chose, donc l'expérience de Wellman dans son wagon, oui. Dans son wagon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est de la présence psychotactile. On peut toucher, on peut être présent à distance, et ça va modifier, ou en contactant évidemment, et ça va modifier le tonus neuromusculaire. On n'est plus douloureux, on n'est plus chatouilleux. Et sans rien faire, même à distance, on peut le faire. Ce sont des facultés innées dont nous disposons tous et qui ont été complètement oubliées parce qu'on est tellement dans le contrôle qu'on oublie d'être, tout simplement. Et déjà, se redécouvrir cette faculté tellement essentielle qui va d'abord instaurer un confort chez nous, un sentiment de sécurité chez nous et chez l'autre. Donc c'est ça. Et le problème de l'aptonomie, c'est que je peux en parler des heures. Si on ne le vit pas, ça reste blabla. Ouais. Quand je fais des conférences, en général, j'illustre sur scène avec des gens. Une fois, j'ai fait un symposium, c'était la psychogénéalogie à tous les étages. Ça parlait. Puis je suis arrivé, j'ai fait ma prestation, j'ai parlé... Quoi j'ai parlé d'ailleurs? C'était sur l'affectivité, voilà, et la transmission. Et j'ai fait des expériences sur scène, mais c'était incroyable. Les gens venaient comme ça parce qu'ils disaient enfin quelque chose de nouveau, enfin quelque chose de vivant. Voilà. Ouais. Et voilà. Donc je pense que c'est une petite révolution l'aptonomie parce que c'est l'art de... Alors c'est très subtil, c'est pas comme ça, mais en même temps ça peut être comme ça. Mais ça s'approfondit évidemment. Mais mine de rien, c'est comme je dis toujours, c'est l'art de ne pas faire grand-chose pour beaucoup de résultats. C'est une petite différence qui fait l'essentiel. Et on va dans l'essentiel de l'humain, dans l'affectivité. C'est la science de l'affectivité. Alors, ça ressemble un petit peu, ce que tu me décris, au Reiki, en fait. C'est encore plus simple. J'ai beaucoup de stagiaires qui ont fait du Reiki qui me disent « Ah bah ouais, oui, alors là, c'est plus simple. Voilà. Ouais. Il n'y a pas de rite, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de révélation. On va dans l'humain. Et dans ses facultés fondamentales. Mais est-ce qu'on le fait par le biais du verbal? Alors, on parle, mais il y a des paroles qui touchent et il y a des mots et des mains qui parlent, vous voyez. Voilà. Hein, c'est dans ce contact, finalement, on va parler, évidemment, mais on parle peu.
mais on parle de ce qui est vraiment au plus profond. Et ce qui est très intéressant dans l'aptopsychothérapie, c'est que, effectivement, j'aime bien prendre le temps avec un patient. Donc, quand il vient, je l'écoute en face à face, il me raconte certaines choses, puis il s'installe, puis donc on aborde le même sujet, et il ne parle plus du tout de la même chose. Parce que là, c'est l'affectivité qui parle, c'est la mémoire rencontrée. Il y a des scènes qu'il a complètement oubliées de son enfance, qui reviennent comme ça. Parce qu'on est dans vraiment... Donc en fait, pour faire simple, il y aurait une afférence. Il y a le nerf vague, il y a la boucle gamma qui modifie le tonus neuromusculaire, et on est directement dans la mémoire, donc dans le système limbique, où il y a la mémoire, où il y a l'hippocampe. Et c'est vraiment la mémoire rencontrée. Et on désengramme des traumatismes, et on nourrit d'autres choses, de sécurité. Et du coup, tu permets à quelqu'un de retrouver la mémoire. De rencontrer ce qui... Mais c'est une mémoire, on va dire, importante. Une mémoire... ce qui vient, oui. Ce qui doit sortir, quoi. Oui. Ce truc qui a mal été digéré ou quoi. Voilà. Mais comment tu peux le faire, ça? Dans les séances, d'abord, ce qui est très intéressant, la démarche de Franz Zellman est quand même étonnante, parce que quand il dit de scientifique, c'est que effectivement les phénomènes que nous décrivons peuvent être reproduits N fois, il y aura toujours le même résultat. Donc, effectivement, ce n'est pas une chose qu'on a rêvé, que peut-être on a un don. Tout le monde peut faire la même chose. Et ça, c'est très intéressant. Donc, à une première séance, déjà, on va d'abord amener le patient à découvrir ce qu'il a d'aptonomique en lui. Après, je vais faire la contre-expérience avec lui, dans l'autre sens. Et je dis, voilà, c'est ce que je fais. Donc, il n'y a pas de dépendance, parce que je les contacte comme ça, ils sont tout bien, je pourrais raconter n'importe quoi. Mais là, non, on est deux humains. Et on a les mêmes facultés. Et ça, c'est très, très important. Ça ne s'instaure pas de dépendance ou de prise de pouvoir, comme malheureusement c'est parfois le cas. Hein. Voilà. Parce que c'est vraiment d'humain à humain. Et voilà. Avec le même potentiel. Oui. Oui. Et du coup, faire une démonstration, là, tu arriverais ou... Je peux vous faire quelques petites démonstrations, oui, on peut voir. Pas beaucoup, mais 2-3 choses, je peux, oui. Là, on le fera juste après, on va continuer dans l'aptonomie. Donc, il y a des questions, on t'a déjà répondu, qui a créé l'aptonomie, donc ça, on a vu. Depuis combien de temps ça existe, du coup? Ça existe vraiment depuis que cette personne-là... Après-guerre, oui, après la Seconde Guerre mondiale. Avant ça, il n'y a personne qui parlait de ça? Non, c'est lui qui a créé ce mot. Et ok pour le mot, ok pour voilà, mais la technique, si jamais tu dis que c'est inné, alors il l'a codifié. Dans l'ancienne époque, ça devait exister aussi, tu vois. On doit le retrouver dans toutes les traditions, mais justement c'est des petites bribes, on y arrive pas, on est dedans, on n'est pas dedans. Là, on est vraiment dedans, d'un seul coup. Et c'est bien plus simple. Okay. Je vois beaucoup de gens qui font des trucs, tout ça pour ça, des gens qui ont fait des thérapies, tout ça pour ça, parce qu'on va au cœur de l'humain. On va au cœur de ce potentiel dans l'affectivité profonde. Et on évacue ce qu'on a évacué pour que la personne soit... Parce que, voilà, on peut être encombré, quand on enlève l'encombrement, la personne est elle-même beaucoup plus présente. Donc toujours en restant dans le domaine de l'aptonomie, c'est vrai qu'on a vu qu'en France, moi j'en ai parlé un petit peu autour de moi, j'ai dit je vais faire une interview sur l'aptonomie, j'ai eu très souvent gros point d'interrogation au-dessus de la tête des gens. C'est pas très très connu en France, finalement. Non, parce que on va pas faire des histoires, mais il y a un centre à Paris qui est qui est en rétention d'informations et qui veut qui communique à sa manière. Et j'ai vraiment créé cette école pour que justement ça s'ouvre. Parce que ça concerne tous les humains et pas seulement quelques médecins et sages-femmes triés sur le volet. C'est un peu D'accord. La philosophie. Ouais, donc il y a des guerres de territoire. Des guerres de territoire qui sont ridicules. Ouais. Je donne, je transmets. Okay. Mon but, c'est vraiment ça, avec des gens très formés, parce que pour devenir formateur, c'est pas en faisant un petit stage. Hein. Elles reviennent. Mais après, quand elles sont prêtes, c'est magnifique de savoir que dans les EHPAD, que dans les écoles d'infirmières, que dans les crèches, il y a des gens qui peuvent transmettre. Voilà. Et ouais. C'est super. Et par rapport à l'étranger, est-ce que c'est plus connu, reconnu, l'aptonomie? À part les Pays-Bas, pas tellement, non. D'accord. Il y a eu un peu en Espagne à une époque, mais maintenant le médecin a fermé sa clinique. Il y a eu pas mal d'aptonomie. Il y a une clinique qui faisait pas mal de choses. Un peu en Allemagne, un peu, c'est tout. Un peu en Belgique, oui, parce que c'est près des Pays-Bas. Voilà. Mais c'est quand même très, très... Justement, c'est dommage. Et oui, c'est un milieu restreint, en fait. Hein. Alors, l'aptonomie, pourquoi et comment elle a des effets sur le cerveau? Qu'est-ce qui déclenche Alors, il y aurait
Donc, il y a une innervation qui s'appelle la boucle gamma. Wellman, à l'époque, parce que c'est quand même un sacré précurseur, on est dans les années 50, on n'a pas les neurosciences, on n'a pas les moyens de vérifier. Mais il dit qu'il y a certainement une innervation afférente au système limbique. Le système limbique, c'est donc le cerveau émotionnel. Le cerveau dont est doté le bébé à la naissance. Il n'a pas beaucoup de néocortex, de matière grise, mais par contre, il a beaucoup de ressenti. N'oublions pas que la peau, le toucher, c'est le premier sens à se développer dans la vie intra-utérine. 2e mois de grossesse. Le cerveau et la peau ne font qu'un au début. C'est-à-dire que le cerveau se constitue dans la peau. Donc c'est vraiment le sens le plus profond. Bien. Et donc il dit, il y a très certainement une innervation afférente au système limbique. Et effectivement, j'étais encore en formation chez lui en 90 ou 91 quand ça a été décrit, la boucle gamma, qui est une innervation qui modifie le tonus neuromusculaire. Mais simplement par la présence. Et ça va modifier le taux de bêta-endorphine, enfin ça modifie également les hormones. Les gens sortent de mon cabinet en disant « mais je suis shooté ». Quand ils font des formations, ils disent oh, mais on est complètement shooté. Je dis bah oui, on a un labo naturel, on n'a pas besoin de substances autres. Et dès qu'on s'ouvre comme ça, effectivement, les bons neurotransmetteurs circulent beaucoup mieux. Voilà. Donc en gros, c'est une très neurophysio cette histoire. Et c'est quand même un grand précurseur, parce qu'il a émis des hypothèses qui maintenant sont complètement corroborées. D'accord. Notamment sur les amygdales de l'hippocampe. Donc je ne peux pas vous faire tout un laïus là-dessus, mais enfin, Cyrulnik nous explique qu'une grossesse stressée va malheureusement avoir pour effet que le bébé qui va naître aura les amygdales de l'hippocampe hypertrophiées, les amygdales de l'hippocampe étant les 2 petites structures dans le système limbique pour nous protéger. Donc si on est très stressé, elles vont hyper réagir pour n'importe quoi. Donc un enfant insécure va réagir au moindre bruit, à la moindre frustration, etc. Et en fait, parce qu'il y a eu stress pendant la grossesse. Par contre, dès qu'on le sécurise, ça va se diminuer. C'est un peu pareil avec les patients. Il y a des gens qui ont eu des petites enfances ou des grossesses très stressées ou des enfances très calamiteuses. Eh bien, on va les sécuriser. Un des termes de base de l'aptonomie, c'est sécurité de base. Sécurité de base. On instaure un sentiment de sécurité, que ce soit pendant la grossesse, donc in utero, ou a posteriori. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est a posteriori faire ce qui permettre que la personne développe un sentiment de sécurité. D'accord. Alors, comment les neurosciences ont-elles montré l'impact des exercices de l'apnonie ? Enfin, tu vois, comment on a pu tester ça ? Alors là, pour l'instant, malheureusement, j'adorerais avoir des IRM avec ou sans aptonomie, c'est difficile quand même. On n'a pas encore ça. On n'a pas... oui, ça demande une vraie recherche. J'aimerais beaucoup, mais en tout cas, on voit les effets, ça c'est clair. Ça devient évident même pour celui qui le vit, quoi. Oui, et alors c'est un peu... Je vais le dire parce que c'est quand même ce que j'entends tout le temps. Les bébés qui ont eu la chance de vivre l'aptonomie in utero, avec leurs parents évidemment, sont souvent reconnus à la naissance. Ou dans la petite enfance, on dit mais c'est quoi ce bébé ? Parce que c'est des bébés très sécures. Je suis arrivée dans les crèches, pas parce que j'ai cherché à aller dans les crèches, mais c'est parce que les personnels de crèche disaient c'est quoi ces enfants ? Il y en avait beaucoup dans un secteur. Donc je suis allée leur expliquer. On dit formez-nous. J'ai dit formez à quoi ? Ils ne savaient pas. Et voilà. Donc je pense que il y a des gens qui sont sécures comme ça, qui naturellement. Ils ont eu la chance, ils sont tombés dedans quand ils étaient petits. Et nous, a posteriori, on développe la sécurité là où elle n'a pas pu advenir. Et avec les enfants in utero, je pense qu'effectivement, c'est un sacré petit coup de pouce ou de main. D'accord. Voilà. Donc c'est le lien à 3. Le papa va instaurer ce lien avec le bébé et ça va sécuriser aussi la maman. Il n'y a pas que le bébé, c'est à 3. Voilà. Je ne l'ai pas fait, moi, mais j'ai entendu... je crois que j'ai failli le faire. On a failli le faire pour mon dernier. Mais je n'ai pas du tout entendu parler de ça. Par contre, pour ma première, qui a 9 ans... Ah oui. Pourtant, j'étais là, tu vois, mais c'est pas connu. Non. Ouais, en plus, on a vu des choses, on a testé des choses. Mais... j'ai un ami, par contre, qui a même 2 amis qui l'ont fait, avec le bébé dans le ventre. Et c'est pas du tout des gens qui... Enfin, eux, ils sont terre à terre, ils sont cartésiens, et ils ont trouvé ça incroyable, quoi. Ah, c'est incroyable. Ah oui. Le truc qu'il m'a dit, c'était de sentir le bébé se mettre dans la main. Oui. Vraiment, j'imagine que ça doit être... Oui. Et puis le confort de la mère. Le père va donner du confort à la maman, par l'aptonomie aussi. Donc je ne sais pas ce que c'est qu'une femme enceinte qui a mal au dos ou qui a le ventre qui tire, et ça grâce au compagnon.
Ouais. Donc c'est pas rien non plus de vivre ça ensemble. Ok. Avant de passer à la suite, c'est-à-dire dans le cas pratique, d'ailleurs si tu peux nous faire une petite démonstration, Oui, ça oui. serait, voilà, Oui. tu nous as dit. Oui. Moi j'ai fait un petit quiz. Alors attention, hein, je suis parti très grossesse quoi. Mhm. J'avais pas encore l'ouverture que tu viens de nous expliquer, hein, Mhm. d'où ça vient tout Parce ça. que c'est le début, c'est pas grave. Donc en fait, là, l'idée, c'est de répondre par oui ou par non. D'accord. Vrai ou faux. C'est un vrai et faux. C'est vrai ou faux, voilà. On fait chacun son tour. Ouais, Ok. Tu prends les impairs moi ou comme tu veux, du moins. Ouais, bah, je commence alors. Vas-y. Alors, vrai ou faux, l'aptonomie peut être pratiquée avec un nouveau-né dès sa naissance. Oui, le portage, l'aptopériculture. Ok. L'aptonomie aide uniquement à l'accouchement. Non. Pas que. Le père peut ressentir les mouvements du bébé grâce à l'aptonomie. Oui, Elle réduit l'anxiété pendant la grossesse. tout à fait. L'aptonomie influe sur le caractère du futur bébé. En tout cas, sur son sentiment de sécurité, son ouverture au monde, oui. D'accord. Après, il est lui-même. L'aptonomie peut être pratiquée seule, sans accompagnement d'un spécialiste. Non. Non, parce que c'est quand même très subtil. D'accord. C'est pas beaucoup de séances, c'est 5 séances, c'est rien. Mais vraiment, un accompagnement. D'accord. Ok. L'aptonomie favorise la communication entre les parents et le bébé pendant la grossesse. Oh que oui. Et à 3. Ils sont à 3 dès la première rencontre. Et ça, c'est très important. Mhm. Il est possible de commencer l'aptonomie après le premier trimestre de grossesse. Oui. Ok. L'aptonomie aide les parents en cas de grossesse multiple, jumeaux triplés. Oh oui. Et Ah ouais. surtout, s'adresser à chacun des enfants et que chacun soit différencié. Très important. Et l'aptonomie, faut dire l'aptonomie à chaque fois, se base uniquement sur le toucher physique. Pas physique, c'est psycho-affectif. C'est l'être. C'est pas le physique. C'est pas le corps, c'est l'être. D'accord. Elle améliore la gestion des douleurs pendant l'accouchement. Oui. Les deux parents doivent participer activement aux séances. Oui. Elle est uniquement réservée aux femmes enceintes. Alors, pour le périnatal, oui. Mais après, l'aptonomie concerne tous les humains du début de la vie à la fin. D'accord. Parce qu'il y a aussi toute une branche développée avec les soins palliatifs, d'ailleurs. Et c'est pas rien. Ah. Marie de Henzel, qui est la créatrice des soins palliatifs en France, a fait la formation apto en même temps que moi et développe beaucoup. Ok. Elle peut être pratiquée avec un bébé adopté. Oh que oui, au contraire, pour le sécuriser, pour qu'il sente le lien, bien sûr. Je travaille beaucoup avec des enfants adoptés en thérapie aussi, c'est très intéressant. Des enfants qui sont en difficulté, qui souffrent beaucoup, et à un moment donné, tout à coup, ils réalisent qui ils sont, et paf, on passe à autre chose. D'accord. Les séances d'aptonomie doivent être réalisées dans un cadre médical. Paramédical, accompagnement, des gens aptes à accompagner et bien formés, surtout. Elle a des bienfaits sur le développement émotionnel de l'enfant. Oui. Je me dirais évidemment. Une réponse du bébé peut être ressentie dès les premières séances. Oui, le bébé va venir se lever dans la main du papa dès la première séance. Et ce qu'on ne sait pas, on peut le voir, et on a encore des documents, je vous mettrai en lien, et des gens pourront peut-être regarder une petite vidéo sur Ouais, Internet. tu m'enverras. Oui, on voit Franz Zellman professer en 84, et justement on voit une séance assez étonnante. Il suffit qu'une maman ouvre son... Je le dis à toutes les mamans qui sont enceintes, hein, il suffit qu'une maman ouvre son cœur à son bébé, sans penser, il va monter tout seul, sans les mains. Et ça, c'est une des plus belles expériences de la vie. Et ça, donc, elle rencontre son bébé aussi autrement pendant la grossesse. Et après, elle va pouvoir confier le bébé au papa. Enfin, mais déjà, sachez que toutes les mamans peuvent ouvrir leur cœur au bébé et qu'ils montent tout seul et que ça fait bien fou. L'aptonomie aide les parents à mieux comprendre les besoins de leur enfant après la naissance. Est-ce que ça dépend des parents? Hein, il y a peut-être des parents qui ont fait des trucs et puis ils ne sont pas suffisamment présents, mais s'ils sont présents, je pense que dans le fond, accompagner un enfant, c'est être présent. L'aptonomie peut aider à développer la présence, par contre, si on est... Oui. D'accord. Elle nécessite un équipement spécifique. Non, il faut un bon lit médicalisé, enfin confortable. Dernière question.
elle peut être combinée avec d'autres pratiques prénatales comme le yoga ou la sophrologie. Alors, si vous voyez de certains sites, notamment celui de Paris, c'est interdit parce qu'ils interdisent tout. Moi, je dis c'est interdit d'interdire. Les gens sont assez grands pour faire ce qu'ils ont à faire. Par contre, on ne peut pas mélanger. Parce que ce ne sont pas les mêmes zones cérébrales concernées. Donc, si on fait du yoga ou de la sophro, c'est autre chose. Donc, quand les gens me disent, mais je fais du yoga et je fais de l'aptonomie, je dis, ou vous faites du yoga, ou vous faites de l'aptonomie, mais faites pas les deux en même temps. D'accord, le yoga aptonomique n'existe pas. Le yoga aptonomique. Non, vraiment, c'est vraiment une hypnose. Ouais. Voilà, c'est autre chose. Oui, c'est des pratiques Voilà. qu'il faut. On peut les faire. On peut faire une séance de yoga, mais séparée de la séance d'aptonomie. Exactement. Et pendant le travail, il faut choisir aussi ce qu'on fait. Alors, comment ça se passe en pratique alors? Là, une séance. Alors, donc, là, en périnatal, on en a parlé. Est-ce que vous voulez que j'en parle un peu plus? Ouais. Oui. Alors en fait, dans les questions, c'est vraiment essayer de voir un peu comment ça se passe effectivement dans le périnatal, mais aussi pour les adultes et aussi dans une recherche transgénérationnelle. D'accord. Et puis avec les enfants, parce que Avec les enfants, je traite bien aussi sûr. des enfants, hein, beaucoup. Pour le périnatal, donc, la première séance, on va bien sûr instaurer le lien à trois, comme je disais. Donc le papa de l'extérieur, la maman de l'intérieur vont vraiment être en lien avec le bébé. Et le bébé va venir se lever sous les mains du papa, et ça, c'est un grand moment. Et puis, ensuite, j'ai une deuxième séance où je montrerai certaines choses au papa sur lui, pour qu'il puisse mieux le ressentir. Et notamment, il va prendre un bercement qui soulage énormément les tensions dorsales, pistotonus. Et je ne sais pas ce que c'est qu'une femme enceinte qui a le ventre qui tire ou qui a mal au dos. Franchement, je ne sais pas ce que c'est. Elles sont confortables jusqu'au bout. Ouais. Et alors, je peux pas, là, c'est pas très scientifique ce que je vais dire, parce que j'ai pas fait de recherche. Je fais ça quand même 35 ans que je fais de l'aptonomie périnatale. J'ai bien vu 3000 couples. Je n'ai pas vu un accouchement prématuré. C'est peut-être un hasard. Mais après tout, si c'est confortable, pourquoi aller voir ailleurs? Je pense que c'est ça, hein, souvent, c'est que c'est de plus en plus tendu, voilà. Et donc, on évite pas mal de problèmes, franchement. Voilà, ça c'est le périnatal. Après, il y a tout un accompagnement au fil de la grossesse, y compris. On voit ensemble comment faire pendant le travail. Donc c'est sur 5 séances. C'est une séance postnatale où je vais montrer tout ce qui est aptopuriculture, le portage de l'enfant, la manière de bouger avec lui. Il a des facultés motrices extraordinairement développées et on va vraiment l'inviter à développer ses facultés. C'est tout à fait intéressant de voir un petit bébé qui est comme ça en arrivant, il ressort comme ça parce qu'il a compris qu'il pouvait vivre. Les parents ne le regardent plus pareil, ils disent oh, il a grandi, oui, il est. Voilà, ça c'est le périnatal qui est assez codifié. Là, je transmets vraiment ce que j'ai reçu à l'école de Franz Wellman parce que c'est tellement fin, c'est tellement subtil, c'est tellement juste ce qu'il a développé que je n'aurais surtout pas le dévoyer et je tiens à transmettre ce qui m'a été transmis. Pour ce qui est de l'aptopsychothérapie, c'est quand même là le cœur de notre échange. Qu'est-ce qui se passe pendant une séance? D'abord, les gens m'expliquent leurs difficultés. On regarde un petit peu. Alors, je pars toujours de ce qu'on appelle le projet-sens. Le projet-sens en psychogénéalogie, c'est ce qu'on appelle maintenant les 1000 jours, les 1000 premiers jours, c'est-à-dire tout ce qui est signifiant autour de la conception, la grossesse ou la gestation, la naissance et les 2 ou 3 premières années de vie. C'est le disque dur d'une vie. Et les psys souvent s'occupent après 3 ans. Mais non, c'est là qu'il y a les engrammes, c'est là que ça n'a pas pu se mettre. Comme je dis toujours, la métaphore, j'ai écrit un livre qui s'appelle Les fondations de l'être, je parle de tout ça. La plus belle maison du monde avec des fondations précaires, on sait bien que c'est pas terrible, hein, alors qu'elle est pourtant belle cette maison et qu'elle a tout pour être belle. Mais mon travail, c'est déjà de consolider les fondations. Donc je pars du projet sens et souvent du projet sens, on va voir de ce qui se passe dans l'arbre justement. Parce que, j'ai failli mourir à la naissance. Ma grand-mère aussi, ma grand-mère est morte en couche, par exemple. Hein. Ma mère a perdu sa mère, ça existe. Hein. Voilà. Et moi, j'ai failli... Donc, on va faire les liens, là, sur ces histoires-là. Et surtout, désengrammer. C'est-à-dire que vraiment, il y a des mémoires. On va voir que des dates, que des prénoms sont... C'est tout à fait étonnant comme on est fidèle. On reproduit des dates, on reproduit... on fait des enfants à des dates traumatiques... pour remplacer quelqu'un, des syndromes anniversaires, enfin tout ce qu'on connaît en psychogénéalogie, et bien là on va ok, t'es né ce jour-là, et toi t'es bien vivant, il y a la place pour chacun. Donc c'est tout un travail sur le transgénérationnel pour
que finalement chacun retrouve sa place dans l'histoire, même s'il y a eu des traumatismes. Mais cette histoire familiale qui se transmet finalement, elle se transmet comment? Par le sang? Elle se transmet par les histoires qu'on entend quand on est enfant? Ah, ton grand-père, il faisait ci ou comment on peut contacter ça finalement Eh bien, justement, Anne Ancelin, qui a découvert la psychogénéalogie, qui était niçoise d'ailleurs, qui était à Nice. Donc, elle fait beaucoup de recherches, c'était quand même une chercheuse, et elle a mis, bien, je pense, 20 ans à sortir son premier ouvrage, À mes aïeux, parce que justement, elle a fait des statistiques sur les reproductions. C'était pas un truc qu'elle arrivait comme ça. Des fois, il y a des gens qui font la psychogénéalogie, la petite semelle, ah bah oui, je pense que... Non, c'est quand même assez rigoureux tout ça, hein. Mais elle n'avait pas la compréhension de pourquoi, comment. Et puis, l'épigénétique est une science qui est quand même assez ancienne, puisqu'elle remonte à l'après-guerre. La première recherche a été développée après-guerre, mais c'était juste une prémisse de recherche, mais qui est revenue d'actualité actuellement avec les neurosciences, donc depuis 2012-2013, avec le professeur Bustani notamment, qui travaille avec Cyrulnik. Donc, en fait, l'épigénétique, et puis aux États-Unis, on a beaucoup de recherches, l'épigénétique apparemment démontre que ça n'est pas une modification de l'ADN, mais une expression de l'ADN différenciée. C'est-à-dire qu'il y a une information qui va faire que nous réagissons différemment parce qu'on transmet une information traumatique. L'expérience la plus banale, enfin la plus connue, c'est sur une souris mâle. On va stresser un monsieur souris. On va lui faire sentir, d'ailleurs, c'est même pas une odeur de fromage, du géranium. Lui faire sentir du géranium. Bon, il n'est pas trop mécontent de sentir du géranium, le monsieur souris, mais on va tout de suite lui administrer une décharge électrique. Donc la deuxième fois, évidemment, que le monsieur souris, dès qu'il sent un peu de géranium, il s'en va très vite. Et bien, sur 3 générations, ses descendants réagissent à l'odeur de géranium, alors que les messieurs souris ne sont pas très proches de leur bébé, il me semble. Et c'est très bien. C'est une transmission, c'est dans le sang. Mais c'est dans une logique de préservation de l'espèce. Attention, danger, géranium, on fait attention. Donc, quand il y a un traumatisme, eh bien, il reste enquisté quand il n'a pas été dépassé, et ça reste actif, je pense, pour peut-être préserver l'espèce, mais c'est aussi pour porter des deuils non faits et que ce soit supportable. Quand je fais quelqu'un qui est né le même jour que mon petit frère qui est mort quand j'avais 4 ans et que j'ai vu mourir, il me rappelle mon petit frère, ça me soulage. En même temps, lui, il vit pas très bien, c'est bizarre. Hein, voilà, des choses comme ça. Et on voit beaucoup ça, ce qu'on appelle les syndromes du gisant, les mémoires d'abandon, tous les traumatismes, les traumatismes sexuels. On a beaucoup de traumatismes sexuels. Et franchement, l'aptonomie répare. On peut cicatriser. Et j'aime beaucoup, ça fait longtemps que je suis très proche de Boris Cyrulnik, depuis les années 70, ses premiers bouquins, 90, pardon, ses premiers bouquins. Il disait, c'est pas parce qu'on a été violé qu'on est foutu. C'est pas parce qu'on a été battu qu'on est foutu. C'est pas parce qu'on a été abandonné qu'on est foutu. Et c'est vrai. Et il le démontre par les neurosciences, lui aussi. C'est-à-dire qu'il prend une IRM d'un enfant délaissé, abandonné. Il y a des lésions. Hein. Tout comme un nouveau-né qui a été stressé, il y a des lésions. 6 mois après, dans des bonnes conditions, ça a récupéré. Donc ça, on le sait maintenant. Et c'est ce que nous faisons, nous, en aptonomie, finalement. On resécurise, on revisite l'histoire pour comprendre ce qui s'est passé. Il y a eu ça, et toi, tu es bien vivant. Et toi, tu veux passer à autre chose. C'est ton histoire, mais c'est pas ça qui va t'encombrer toute ta vie. Génial. Est-ce qu'on partirait sur la pratique ? Bon, si vous voulez. Alors, je vais commencer par être désagréable, vous voulez bien ? Mettez-vous à poil. Non, c'est pas le but. Non, mais je vais te pincer. Tu veux bien que je te pince ? Oui, avec plaisir. Alors, je te pince. J'ai appris à pincer, c'est du pro. Hein. Ah ouais, d'accord. C'est l'acupression, là. Ça fait mal, hein ? Oui, ça fait mal, oui. Oui. Et bien, tout à l'heure, tu seras plus douloureux, et c'est toi qui vas faire le travail. Je mets ma main, c'est très simple. Je mets ma main ici, tu vois ? Oui. Voilà. Et tu vas sentir ma main comme des antennes dans ma main. Comme l'aveugle se prolonge dans sa cale. Va penser sentir. Tu mets des antennes. Voilà, tu sens ma main. Voilà, très bien. Dans mon avant-bras. Très bien. Et mon épaule. Monte là-haut. Je te sens pas encore. Voilà, c'est bien. Et là, même pas mal. Non.
Bah non. Et pourtant, j'y vais carrément. Et c'est toi qui l'as fait, j'ai rien fait. Et j'ai fait quoi? Bah, t'as rien fait, t'as été présent, t'as développé cette faculté haptique sans le savoir. Ok. Alors, attends, hein? Ouais, ok, non, mais Alors, ouais. Oui, alors donc, c'est pas penser, sentir. Dès qu'on ressent, on modifie notre présence, on modifie notre activité cérébrale, on modifie notre tonus neuromusculaire, on modifie pas mal de choses. Et on développe un sentiment de sécurité. Alors, je t'ai parlé, c'est reparti à mon avis. Je te permets que je recommence l'expérience dans l'autre sens. Ouais, Je vais encore être désagréable, je te préviens. À nouveau, ça fait mal. oui. Cette fois-ci, c'est moi qui le fais. Faut que tu comprennes c'est ce que je fais avec le patient toujours. Hein. Je passe dans un sens et après dans l'autre pour que on soit justement au même niveau. Voilà. Ouais, c'est bien. Voilà. Hop là. C'est bien. Et là, cette fois-ci, c'est moi qui l'ai fait. D'accord, ouais, non, je sens rien. Là. Ouais. Ok. Bon. C'est magique. Ben, non, mais on ne sait pas assez que les humains ont ça, vous vous rendez compte? On est fait comme ça, et franchement, c'est confortable, parce que tu peux développer cette qualité de présence au quotidien. Et bien, tu es beaucoup plus confortable. Et ce que tu as fait, là, que je comprenne, tu es connecté à moi, Oui, j'étais présente chez toi, mais avec la... avec le ressenti. D'accord? Pas avec la pensée, avec le ressenti. Ok. Ce que je C'est-à-dire dis- avec ce que tu ressentais dans la main. Tu veux que je te fasse à toi aussi? Allez, viens, attends. On Pas de change de jaloux, place. pas de jaloux. Attends. Ok. Et je veux sentir moi aussi. Vas-y. Non, mais tu veux te pincer quand même. Alors, je peux chatouiller aussi, hein, les gens chatouillent, mais là, il faudrait que tu sois allongé, donc je te pince. Donc, j'ai appris à pincer efficace. Ça fait mal, hein? Ouais, c'est pas terrible. Ouais. Ouais. Bon, alors, donc tu te prolonges dans ma main, tu sens, Ouais, c'est pas tu sens ma main. Pas penser, sentir, tu sens ma main, d'accord? Mon avant-bras et mon épaule. Voilà. Sois bien chez moi, reste chez moi. Et voilà. Même pas mal. Les petits, quand ils viennent au cabinet, je leur dis, tout à l'heure, tu seras plus chatouilleux. Alors, ils sortent du cabinet, ils disent, oh, par contre, maintenant, je suis plus chatouilleux, tu peux me chatouiller. Trop bien. Ils adorent ça, les petits. Et oui. Et oui, parce qu'on leur développe ça, c'est vrai que ça va être bien pour eux. Hein, Hmm. parce qu'ils vont le développer. Eux, c'est facile, ils ont les facultés. Hop, à nouveau. Ouais, moi. Ah, Ouais, là, ouais. ouais, quand même. Maintenant, il faut que ce soit Ouais. clair. Hein. Ouais, soyons clairs. Donc, comme tu fais rien, c'est moi qui te contacte. Voilà, bah oui, oh, bah, c'est sûr. Oh, bah, oui, comme ça, c'est quand même plus beau. Et Et ouais. là, je peux y aller carrément. Ouais. Bon. Une autre petite expérience? Alors, Ouais. Ouais. Alors, viens devant moi. Alors, Attention. Oh. ça Alors, besoin de quoi? Parce Non, que- attends, c'est bon. Tu peux te mettre devant moi. Debout, c'est possible de travailler debout ou pas? Bah, on verra pas. Non, debout, on verra pas. Bon. Ah, alors je peux pas le faire. Parce que j'aurais voulu vous mettre dans la base comme ça, mais tant pis. Sinon, on fait. Mais vas-y, mets-toi debout pour voir. Juste pour voir, mets-toi debout. Même si on voit que le bassin, son bassin, c'est pas grave. Bah, c'est pas grave. Voilà. Si on voit que le bassin, viens devant moi. Viens devant moi, comme ça. Alors, je te déstabilise. À toi de tenir debout. Je te déstabilise, Sophie. Hein. Ouais, t'as beau vouloir, ça marche pas. Hein. Ouais, alors, ne fais rien. Voilà, parce que là, tu as plou, 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 plou. Et là, t'es toute présente, je peux plus te déstabiliser. Hein. D'accord. Ouais. Et en fait, c'est de l'attention. C'est de la présence. D'accord. On parle de présence psychotactile, de contact psychotactile. C'est-à-dire c'est psyché et soma qui sont présents chez l'autre. C'est pas seulement la tête d'un côté, le corps de l'autre, c'est être tout chez l'autre. C'était un psychanalyste qui s'appelait Bernard Artis qui disait tout chez l'autre. Hein, parce que j'étais un lacanien. Donc, voilà, tout chez l'autre. C'est vraiment ça. Et c'est ça, la pleine présence. Mais c'est pas des trucs compliqués, c'est de l'affectivité humaine. C'est ce dont on a besoin. Nourriture affective. Bon, merci pour cette expérience. C'est de suite, quoi. On ressent le truc tout de suite, quoi. Il y a pas de... Et en plus, c'est efficace, c'est rapide.
Oui, et ça appartient à tous les humains. Donc quand je forme des personnes, d'abord c'est très très joyeux ces formations, parce que vraiment les gens viennent en disant je vais me former, puis ils découvrent qu'ils sont capables de tout ça, très simplement, et ça donne beaucoup de joie, ça rend heureux dans le fond. Et voilà, tout le monde peut faire ce que je fais. Je pourrais raconter que j'ai un don, on me croirait en plus, mais tout le monde a le don, c'est ça qui est bien. D'accord. Et par contre, là, tu as fait un truc physique pour qu'on ressente, et juste après, on ne sente plus. Si jamais c'est plus quelque chose... tu vois, moi, je sens qu'il y a un truc dans mon enfance qui a bloqué quelque chose chez moi, mais je sais pas quoi. Et aujourd'hui, j'ai plus mes parents pour poser des questions, et même quand je les avais, j'avais pas les réponses que je voulais, quoi. Et je pense que c'est un truc qui est... Tu vois. Donc toi, avec ça, tu pourrais essayer de faire remonter... Oui, bien sûr. Mais quand les gens viennent avec une demande comme ça, en tout cas, c'est Et comment ça se passe? Les gens sont allongés, donc j'ai un lit médicalisé, une table d'autonomie, très confortable. Et je contacte beaucoup au niveau du ventre, peut-être ailleurs, parfois, mais enfin, souvent au niveau du ventre, parfois. Ça peut être en général sur le ventre, parce que c'est le centre d'affectivité. Alors maintenant, on parle de second brain. Vellman était aussi de ce monde quand les travaux sur le deuxième cerveau ont émergé, et bon, pour lui, c'était le cercle d'affectivité. Donc c'est là, le deuxième cerveau. Donc, en fait, par rapport aux thérapies, toutes les thérapies d'hypnose, de sophro, qui sont très bien sûrement, mais on part de là à là. Et là, nous, on part de là à là. Voilà, la différence est là. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup. D'accord. Ça court-circuite, et ça remonte. Et oui, on peut accueillir, quand ça... Voilà, bien sûr. Est-ce qu'on peut qualifier l'aptonomie de thérapie brève? Oui. Oui, franchement, en général, après il y a des gens qui ont besoin de temps parce qu'ils ont besoin, mais très très souvent c'est quelques séances parce que justement on va à l'essentiel. Alors très souvent j'ai des gens qui ont fait tout un parcours avant, ça peut aussi aider, mais parfois non. Parfois c'est, voilà, paf, là ça c'est fait, vie. Et on insiste beaucoup sur cette notion d'attachement-détachement. C'est-à-dire ça dépend pas de nous. Les gens vivent ce qu'ils ont à vivre chez nous et après ils ont leur vie à vivre. On ouvre à la vie. Donc oui, c'est une thérapie brève. D'accord. Même si j'aime pas le fast et tout ce qui est rapide, voilà. Mais force est de constater que allons à l'essentiel, surtout. Tu feras une thérapie essentielle. D'accord. Donc toi, tu as des... Comment on dit, t'es psychologue? Je suis psychologue, voilà. J'ai fait une psychanalyse de 7 ans. J'aurais connu l'aptonomie avant, j'en aurais fait une de 3 ans, à mon avis, c'était suffisant. Oui. En tant que psychologue, tu as exercé oui, j'ai travaillé à l'ASE, au CMPP. Oui. Mais sans avoir le bagage aptonomie. Non, oui, bien sûr. Tu as travaillé combien de temps sans l'aptonomie? Sans l'aptonomie, je travaillais à l'HP 7-8 ans. D'accord. Et du coup, quand tu compares ce que tu faisais avant et après ça... C'est incomparable. Et donc, j'étais au CMPP et à l'ASE à ce moment-là, où j'ai commencé ma formation. Ils me regardaient, les psys, en disant « Ouais, tu touches, machin. » Mais enfin bon, elle est bizarre, elle a fait toujours des trucs différents, parce que je parlais des bébés, je parlais de tout ça. Et il y avait des résultats. Mais en même temps, ça les embêtait, quoi. C'était compliqué. Et à un moment donné, j'ai quitté l'institution en disant « J'ai envie de travailler à ma manière, parce que c'est toujours... sensible. Les institutions sont toujours un peu rétrogrades, même s'il y a des choses très bien. Tu peux nous raconter un peu des anecdotes de ce que tu as pu voir, en plus en comparaison par rapport à, je sais pas, quelqu'un qui est venu te voir parce qu'il avait des problèmes avec son père ou je sais pas quoi, tu prends des séances entières avec elle, mais finalement le même cas avec l'aptonomie qui a pu être réglé beaucoup plus rapidement. À l'époque, j'ai plus de souvenirs parce que maintenant ça fait longtemps, ça fait 39 ans que j'ai découvert l'aptonomie, donc... Ah ouais, d'accord. Oui, c'est mai 85, je me rappellerai. Donc voilà, mais je sais que c'était beaucoup plus long, quoi, bien sûr. Et ils savaient bien, ce MPP, ils m'envoyaient les cas les plus compliqués, voilà, parce qu'il y avait des résultats. Oui, alors maintenant, je ne sais plus travailler autrement. Mais je pense qu'effectivement, il y a des gens qui voient beaucoup, qui travaillent toujours sur cette histoire. Il y a un moment, il faut lever ça. Il y a eu ça, et tu es bien vivant. Et tu fais le ménage, et tu te sens vivre, et tu enlèves cette histoire. Tu as des anecdotes d'histoires, justement, que tu as levées? Oh là là, je sais plus, moi, tu sais, il y en a tellement. Oh là là. Oh, une. Alors, des parents qui viennent me voir avec un gamin bien en difficulté,
on dit qu'il serait un peu débile, quoi, parce qu'il ne parle pas, parce qu'il a presque 4 ans et il ne parle presque pas, et il est asocial, et il me dit des monophrases, et il ne comprend rien, et il est très perturbé. Et donc les parents, en dernière instance, viennent me voir parce qu'il paraît que je fais des trucs un peu différents, parce que les psys disent que de toute façon, manifestement, il y a un gros problème, quoi. Il risque d'aller en institution plutôt que dans le système normal. Donc je leur demande, et en fait ils me disent qu'il y a eu s'il y a eu des décès inadmissibles, ils me disent qu'il y a 15 ans, il y a eu un enfant qui est mort en montagne. Les parents sont partis dans une rando avec le gamin, il s'est pris un caillou sur la tête, il est mort. Un truc de fou comme ça peut arriver en montagne. Sous leurs yeux, il est mort. Et je demande les dates de ce petit garçon qui est donc mort quand il avait 6-7 ans à peu près. Et bien c'est la même date. C'est-à-dire que... La date de naissance, tu parles? Oui, ça peut être la date, alors on peut voir la date de conception, de naissance, enfin là c'est la même date. L'enfant est du 8 novembre et l'autre était du 8 novembre. Quand même étonnant, mais ça c'est très courant. On voit très couramment des gens qui reprogramment, on ne sait pas inconsciemment, mais il se passe quelque chose, on fait naître un enfant à la même date. Je dis, voilà, il porte cette histoire, parce que personne ne s'en est remis. Il y a la culpabilité de la famille, pourquoi on l'a amené là. Donc je leur propose de faire tout un travail de deuil, et le gamin est très intéressé, vraiment très très intéressé. Il écoute ça avec beaucoup d'attention. Il a 4 ans, le petit. Ouais. Et il dit, je veux aller. Parce que je dis, allez au cimetière, dites-lui adieu, tout ça. Je veux aller. Il y va. Il a commencé à parler, il a commencé à récupérer ses fonctions intellectuelles, et maintenant il a une scolarité normale. Voilà. Mais ça, on en a beaucoup, des histoires de... Mais là, c'est une liaison, c'est pas de la psychogénéalogie, mais presque quand même. C'est la psychogénéalogie, si. Complètement. Ah oui, complètement. Ouais, c'est des deuils non faits, la psychogénéalogie. Hein. Et donc là, j'ai fait de l'apto avec ce gamin, j'ai dit, voilà, il s'est passé ça, mais toi, tu es pour rien. Hein, toi, tu portes cette histoire, mais c'est pas ton histoire. Donc lui est au ciel et toi, tu es bien vivant. Et voilà, et ce gamin a pu passer à autre chose. Et ça, on en a beaucoup. Beaucoup. Et je vous dis, des faux dyslexiques, en général, c'est qu'il n'y a pas eu d'information. Pas tous, hein, mais très souvent, c'est qu'ils ne peuvent pas croiser les informations, quoi. Donc quand on lève une histoire, un secret de famille, un truc, ils se mettent à tout comprendre. J'ai eu des enfants adoptés comme ça qui étaient en échec scolaire. Tout à coup, ils comprennent. Enfin, voilà. Ouais, j'ai demandé ceux qui n'ont pas de traces d'histoire de leur famille, parce qu'ils ne sont plus leurs parents, parce qu'ils ont été adoptés, qu'ils ne savent pas qui sont leurs parents. Enfin, quand ils ont adopté, de toute façon, ils ont une histoire. Oui, mais je parle vraiment de ceux qui ne peuvent pas avoir une trace de cette histoire, qui ne savent pas qui sont leurs parents, ni grands-parents, ni l'histoire de leur famille. Et qui ont, en psychogénéalogie, ils doivent avoir forcément des bagages, parce qu'on hérite toujours d'un truc, mais qui ne savent même pas comment identifier. On contacte, on voit ce qui vient. C'est un peu l'auberge espagnole, hein. On accueille ce qui vient. Il y a des fois des représentations, des sentiments, des choses qui peuvent émerger. Mais là, c'est la personne qui verbalise, qui dit je ressens ça. Oui. Moi, je ne dis jamais rien. J'accueille. Après, les gens me parlent et on échange. Et par exemple, imaginons, on a beaucoup, et là, je travaillais avec une gynéco du CHU de Nice sur ça, sur les ruptures d'attachement in utero. Parce que quand on vous annonce un diagnostic anténatal compromis, ça se coupe là. Et après, pour se retrouver, c'est compliqué. Hein. Ou même si ça se retrouve, pendant les 3 semaines où le gamin est peut-être condamné ou va être complètement handicapé, l'enfant, il se le vit, ça. Hein. Et on retrouve ça, nous, après. On a des enfants qui vont pas bien. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé pendant la grossesse? Ah oui, on m'a dit qu'il était sûrement trisomique ou je sais pas quoi. Je travaille ça avec l'enfant, je lui explique. Et c'est les médecins qui ont fait comme ils ont pu pour... mais toi, tu es bien vivant et tu vas bien. Et tu peux aller bien. On passe à autre chose. Et avec les parents, réinstaurer le lien. Parce qu'il faut aider à la fois la mère et l'enfant, là. Donc on travaille beaucoup sur ces diagnostics, parce que c'est vraiment, on en a beaucoup maintenant, beaucoup. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Ok. Passionnant. Ouais. Les gens qui viennent chez toi, qu'est-ce qu'ils viennent chercher en général? Ils viennent parce qu'ils ont mal quelque part, ils viennent parce qu'ils ont quelque chose qui est bloqué. Enfin, ils y arrivent avec quel genre de demande? Alors en général, ils sont déprimés, anxieux.
Ok. Il y a beaucoup de troubles du sommeil, j'en ai soigné. Ah oui, on a aussi beaucoup de résultats avec les troubles du sommeil, notamment avec les bébés, ça c'est le grand truc qu'on fait. Enfin, voilà. Mais voilà, il y a un mal-être. Mais je pense que la première indication, moi je vais parler en termes d'indication, c'est les carences affectives précoces. Il faut savoir que dans notre pays, c'est pas moi qui le dis, c'est Cyrulnik et d'autres études le corroborent, un tiers des enfants ne vit pas un attachement sécure, c'est-à-dire un attachement avec une nourriture affective suffisante pour qu'ils se construisent bien. C'est énorme, un tiers, parce que les parents sont en souffrance, parce que... Donc il y a beaucoup de carences affectives, et je n'ai pas vu d'autres, à ma connaissance, une autre thérapie aussi évidente pour combler ce manque. C'est-à-dire qu'on va sentir qu'on est bien vivant, on va sentir du bon en nous. C'est comme si le sentiment de sécurité et d'amour, finalement, pouvait émerger et qu'on s'aime soi-même, qu'on habite chez soi, comme je dis. Donc ça, c'est la première indication qui va bien sûr rejoindre les dépressions. Après, il y a tout ce qui est phobie, tout ce qui est... Voilà, on a ça aussi, troubles du sommeil, mais c'est beaucoup des dépressions, on a énormément de dépressions. Soit des dépressions réactionnelles, ça peut être ou des dépressions endogènes depuis la naissance, enfin, très anciennes. Et là, souvent, ça va être soit dans le projet-sens, soit dans le transgénérationnel. Après, j'ai des gastro-entérologues qui m'envoient des gens, parce que quand ils ne savent plus comment faire, ils me les envoient. On a des médecins généralistes, quand ils ne savent plus quoi faire, ils nous les envoient. Ça ne marche pas toujours, mais ça marche souvent quand même. Un exemple, ma femme, elle a souvent des crises de migraine, tu vois. Est-ce que tu penses que ce genre de... Migraine, je ne suis pas convaincue que c'est parce qu'il y a quand même tout un truc fonctionnel, je suis pas au point pour ça. D'accord. Donc c'est parce que je pense que c'est une mécanique... Après, ça peut être du stress, oui. Oui, voilà, enfin... Oui, voilà, oui, pas, ça oui. Voilà, je pense que ça vient de quelque part, c'est plus peut-être un blocage émotionnel, mais ça c'est mon interprétation. Oui, quand c'est de l'émotionnel, ça marche, voilà. Parce que les douleurs physiques, c'est pas juste... Enfin, je ne dis pas de soigner une douleur physique, mais en fait, ce que tu vas soigner émotionnellement, du coup, il n'y aura plus la douleur physique qui découlait de ce truc-là. Oui. Et je travaille beaucoup avec des ostéopathes, et voilà, c'est sûr qu'on est complémentaires. Mais du coup, dans ce que tu dis, il y a quand même plusieurs notions pour trouver le bon thérapeute, finalement, il faut qu'il soit à la fois psychologue, qu'il ait un sens du toucher, qu'il soit dans la présence. Comment tu définis, toi, le bon thérapeute? Alors, je forme des thérapeutes qui ne sont pas forcément des psychologues, parce qu'il y a des psychologues qui ne sont pas forcément très bons thérapeutes. C'est pas parce qu'on a un diplôme de psycho qu'on est thérapeute. Ça aide, hein, mais c'est pas le Graal. Donc, des psychothérapeutes de qualité. Je forme des gens qui sont de qualité, qui ont des qualités d'être et de travail, qui savent accompagner les humains. Mon critère, c'est ça. Et ta formation, comment elle se passe, du coup? Alors, je dis aussi, et je forme aussi des ostéos, parce que les ostéos, quand ils touchent quelqu'un, les gens racontent leur vie, donc ils savent pas comment. Ils viennent me voir en disant, mais on veut aussi pouvoir comprendre un peu ce qu'ils nous racontent. Vous voyez, c'est intéressant, cette complémentarité. Alors, la formation, elle est assez brève. Alors, donc, comme je vous ai dit, j'ai fait pas mal de formations en milieu hospitalier et en crèche. Je n'avais que 2 jours pour transmettre ce que j'avais reçu pendant des années. Le séminaire de base, c'était déjà au moins 2 ans chez Wellman. Comment faire? Donc, j'ai vraiment densifié. Ce qui fait que finalement, mes formations sont très denses et sont assez courtes, tout en étant de qualité. C'est vraiment fait de la haute couture. Hein. C'est pas du prêt-à-porter. C'est vraiment adapté à chaque personne et on a des petits groupes et c'est vraiment qualité. Donc, c'est 2 fois 2 jours pour le séminaire de base, donc la sensibilisation, qui est ouverte à tout public, parce que ça concerne tous les humains. Ça peut servir pour les enseignants, pour tous les gens qui sont en lien avec quelqu'un. C'est très intéressant avec le public. Donc, séminaire de base 2 fois 2 jours, sensibilisation. L'aptopsychothérapie, c'est 6 fois 3 jours, voilà, avec un programme. Et l'aptopérinatal, c'est 6 fois 2 jours. Là, c'est très codifié, puisque chaque module correspond à une séance de périnatal. D'accord. Donc oui, c'est très dense. Donc tout ça, on le retrouve sur un site, un site internet? Oui, marinoelmaston.net, école d'aptonomie. Voilà. D'accord, on montrera la plaquette. Donc pour la vidéo, donc c'est une vieille vidéo, mais j'invite les gens qui seraient curieux de connaître Franz Wellman et voir comment il travaillait. Bon, c'est en conditions un peu particulières, parce que c'est à l'hôpital, c'est une démonstration, mais il y a quand même... Ça mérite d'être un document historique et on voit quand même comment il travaillait, puis on voit des choses très intéressantes. C'est Le bébé est une personne,
la rubrique sur l'aptonomie. C'est 1984, donc c'est sur YouTube en accès direct. Donc c'est un grand documentaire qui dure 3 heures, mais il y a à peu près un quart d'heure, 20 minutes sur l'aptonomie, et ça vaut vraiment le coup d'œil. Le coup d'œil, oui. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire comment les gens peuvent te contacter s'ils veulent passer par toi pour une séance? C'est possible? Oui, soit par mail, soit par téléphone. D'accord. Alors, je mettrai ça en description si vous voulez passer. Moi, j'avais juste une autre petite question justement par rapport à ça. Est-ce que tu fais du travail à distance? Alors, oui, je fais des visios, oui. Après, je ne peux pas tout faire en visio, mais il y a quand même pas mal de choses qu'on peut déjà faire dégrossir en visio. Donc, vous avez ça en description. Tu as des livres que tu nous as amenés. Tu nous en parles rapidement avant de parler de ton école, parce qu'il y a aussi ton école. Oui, alors donc le premier livre qui remonte à 2005, c'est Psychogénéalogie, relation à l'argent et réussite. Très paradoxal quand on parle d'affectivité et en même temps, on voit bien que l'argent et l'affectivité, c'est très relié. La nourriture et l'amour, c'est relié. Donc c'est tout un travail sur le transgénérationnel et la place qu'on peut prendre dans une histoire familiale et dans sa vie. Les fondations de l'aide, qui est vraiment mon bébé, puisque c'est vraiment mon travail sur le projet Sens, donc ce qu'on appelle maintenant les 1000 premiers jours. Je travaille sur ce thème depuis 1983, donc c'est le fruit de ce travail qui est paru en 2008. Et le troisième, qui n'est pas là puisqu'il est épuisé, mais on le trouve encore en occasion sur certains sites. Je ne dors pas et pourtant j'ai tout essayé, chez Albin Michel. Voilà, ça c'est mes trois livres. Ok. Et du coup, ton école? Mon école, donc j'ai créé cette école il y a 8 ans, après avoir fait des formations depuis 1993 en milieu hospitalier, en crèche et en différentes structures. Donc maintenant je forme des professionnels de santé, des psychothérapeutes, des ostéopathes, des professionnels de santé qui accompagnent des humains au périnatal d'une part, pour les gens qui s'intéressent à la périnatalité, ou qui travaillent dans la périnatalité, et l'aptopsychothérapie transgénérationnelle d'autre part, pour les psychothérapeutes. Et c'est vraiment une thérapie incroyablement étonnante et une petite révolution. Super. Tranquille. Bon, merci pour ce podcast, merci pour toutes ces réponses. Moi, je suis plus éclairé sur le sujet, en tout cas, j'espère que vous aussi. Voilà, je vous invite à voir en description ses coordonnées. Je vous invite à voir en description ses coordonnées. Pour ce qui est de la chaîne YouTube, ça serait sympa de s'abonner. Je pense que si tu as suivi jusque-là, c'est que ça t'intéresse un petit peu. Donc ça nous aide un peu quand même, que si tu t'abonnes, tu mets un petit like ou quoi en dessous, ou tu participes aux commentaires aussi. On commence à avoir un peu des interactions. Ça commence à être sympa. La chaîne commence un peu à se déployer. Et n'hésite pas aussi, en description, tu as un lien en newsletters pour t'inscrire à la newsletters de Bien dans son être, où on va donner des informations prochainement sur ce qu'on va faire, etc. Merci d'avoir suivi jusque-là. Au revoir. Au revoir. À bientôt.